Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des journées les plus sombres et les plus incertaines de l'histoire moderne, le 11 septembre 2001. Tandis que le monde entier assistait, pétrifié, aux attaques terroristes contre le World Trade Center et le Pentagone, un drame plus confidentiel se jouait à 45 000 pieds d'altitude. Comment le président des États-Unis a-t-il géré la nation depuis un avion dont les communications vacillaient sans cesse ? Quelles étaient les menaces réelles ou supposées qui planaient sur le Boeing présidentiel durant cette errance aérienne ? Enfin, pourquoi Air Force One a-t-il dû naviguer au-dessus du territoire américain pendant tant d'heures avant de pouvoir regagner la Maison-Blanche ? Les réponses dans cette vidéo. Le matin du 11 septembre 2001, le président George W. Bush se trouve à l'école élémentaire Emma E. Booker de Sarasota, en Floride, pour promouvoir une réforme éducative. Le premier impact sur la tour nord du World Trade Center est initialement perçu comme un terrible accident par son équipe rapprochée. Cependant, à 9h05, alors que le président est assis devant une classe d'écoliers, son chef de cabinet, Andrew Card, s'approche et lui murmure à l'oreille une phrase devenue historique. Un deuxième avion a frappé la deuxième tour. L'Amérique est attaquée. Le Secret Service, dont la mission absolue est la survie de l'exécutif, passe immédiatement en état d'alerte maximale. Le convoi présidentiel quitte l'école à une vitesse vertigineuse pour rejoindre l'aéroport de Sarasota-Bradenton où attend le Boeing VC-25A, plus connu sous son indicatif Radio Air Force One. L'ambiance sur le tarmac est électrique et chargée d'adrénaline. Un signalement inquiétant fait état d'un individu potentiellement armé d'un fusil près de la piste de décollage. Bien que cette information s'avérera infondée plus tard, elle suffit à instaurer un climat de paranoïa légitime. Le colonel Mark Tillman, pilote de l'avion, ordonne un décollage de performance maximale pour s'extraire de la zone au plus vite. À 9h55, l'avion s'arrache du sol avec une inclinaison inhabituelle et brutale, sans plan de vol déposé, avec pour seule priorité de mettre le commandant en chef hors de portée d'éventuels missiles sol-air ou d'avions suicides qui pourraient encore rôder dans l'espace aérien de la Floride. Une fois en altitude de croisière, le ciel américain devient le théâtre d'une confusion sans précédent dans l'histoire de l'aviation civile. Le colonel Tillman reçoit des rapports fragmentés et alarmants par les canaux militaires. L'un d'eux mentionne qu'un avion suspect, utilisant l'indicatif mystérieux de vol Angel, se dirigerait droit sur eux. Dans le cockpit, la tension est palpable car les systèmes de communication civile sont totalement saturés et le système de transpondeur de l'époque ne permet pas d'identifier avec certitude tous les appareils encore en l'air après l'ordre d'atterrissage général donné par la FAA. Par mesure de sécurité extrême, Tillman décide de faire grimper Air Force One à 45 000 pieds, une altitude largement supérieure au plafond habituel de la navigation commerciale, tout en exigeant une escorte immédiate de chasseurs F-16 armés de missiles RR. À l'arrière de l'appareil, dans le bureau présidentiel boisé, George W. Bush bouillonne d'impatience et de frustration. Il exige de rentrer à Washington immédiatement pour montrer que le gouvernement reste debout, mais ses conseillers et le Secret Service s'y opposent formellement. Ils craignent que la capitale ne soit encore le centre d'une vague d'attaques imminente. Les communications deviennent alors le plus grand défi technique et stratégique du vol. Contrairement à l'image d'un avion infaillible, la technologie à bord en 2001 montre ses limites. Le président tente de rejoindre le vice-président Dick Cheney, retranché dans le bunker de la Maison-Blanche. Mais ces lignes sécurisées coupent sans arrêt. Les télévisions à bord, qui ne captent que les chaînes locales hertziennes en survolant les villes, perdent le signal dès que l'avion traverse des zones rurales. George W. Bush et son état-major se retrouvent isolés par intermittence, contraints de diriger la première puissance mondiale à partir de bribes d'informations télévisées parasitées. Devant l'impossibilité de garantir une sécurité totale à Washington ou à la résidence de Camp David, l'avion met le cap vers l'ouest. La première escale de cette errance forcée est la base aérienne de Barksdale en Louisiane. C'est sur ce tarmac que le président peut enfin descendre pour s'adresser brièvement à la nation avant d'être à nouveau pressé par ses agents de remonter dans l'avion. Le trajet reprend vers une destination encore plus protégée,
le quartier général du commandement stratégique des États-Unis, situé à la base d'Offutt, dans le Nebraska, qui dispose de bunkers souterrains conçus pour résister à une guerre atomique. À bord, le personnel est physiquement épuisé, mais reste d'un professionnalisme exemplaire. Le VC-25A est une véritable forteresse volante, capable théoriquement de résister aux impulsions électromagnétiques d'une explosion nucléaire et dotée d'une perche de ravitaillement en vol située sur le nez de l'appareil. Cette capacité permettrait au président de rester dans les airs pendant plusieurs jours si nécessaire. Ce jour-là, l'avion remplit sa fonction primaire de centre de commandement mobile, même si l'infrastructure technique de l'époque peine à absorber le flux massif de données nécessaires en temps de crise majeure. Les agents du Secret Service patrouillent sans relâche dans les couloirs étroits de l'avion avec des fusils d'assaut, une image qui choque certains membres du personnel civil. Chaque passager, du cuisinier au conseiller politique, est conscient que si les structures de commandement au sol sont détruites, la survie et la riposte du pays dépendent entièrement de ce qui se décide entre ces parois de métal pressurisé. Après de longues heures de débats houleux entre le président et ses responsables de la sécurité, George W. Bush finit par imposer sa volonté de chef d'État. Il refuse catégoriquement de passer la nuit dans un bunker du Nebraska, estimant que sa place est au centre névralgique du pouvoir. À 16h33, Air Force One quitte finalement le Nebraska pour entamer son trajet retour vers Washington, D.C. Ce vol final se déroule dans un silence de plomb, l'avion étant escorté de très près par des chasseurs dont les pilotes ont reçu l'ordre de détruire sans sommation tout appareil civil ou militaire s'approchant du périmètre de sécurité de l'avion présidentiel. Lors de l'approche finale sur la base aérienne d'Andrews, le colonel Tillman choisit une trajectoire qui survole le Pentagone. De leur hublot, les passagers voient encore les flammes et l'épaisse fumée noire s'élever du bâtiment frappé quelques heures plus tôt. Le Boeing se pose enfin à 18h44, mettant un terme à un périple chaotique et épuisant de plus de 9 heures. Cette journée a agi comme un véritable électrochoc pour l'administration fédérale, révélant des vulnérabilités critiques dans les protocoles de communication d'urgence. Dans les années qui ont suivi, des budgets colossaux ont été débloqués pour transformer la flotte présidentielle en un nœud de communication numérique quasi indestructible, s'assurant que plus jamais un président ne se retrouve aveugle ou sourd en pleine crise nationale. Le vol du 11 septembre reste gravé dans la mémoire des membres d'équipage comme le jour où l'avion le plus célèbre du monde est devenu l'unique bastion volant de la démocratie américaine. L'histoire d'Air Force One durant cette journée tragique n'est pas seulement celle d'un simple transfert sécurisé, c'est celle d'une adaptation humaine et technologique monumentale face à l'horreur absolue. Ce que les archives et les témoignages soulignent, c'est l'incroyable fardeau psychologique qui pesait sur le personnel navigant et les agents de l'ombre. Leur mission n'était plus seulement de piloter un avion, mais de protéger la continuité même de l'État alors que l'incertitude sur l'ampleur des attaques était totale. Le rôle du colonel Mark Tillman a été déterminant. En prenant des décisions tactiques rapides et en gérant les fausses alertes de menaces aériennes, il a maintenu le cap dans un environnement devenu soudainement hostile. Aujourd'hui, les procédures de continuité du gouvernement ont été radicalement revues. Et les capacités de défense électronique ainsi que les liaisons satellites de l'appareil sont à la pointe de la technologie mondiale. L'avion présidentiel est ressorti de cette épreuve non plus comme un simple symbole de prestige, mais comme un outil de survie indispensable à la souveraineté américaine. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cet avion. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!